Le manoir des Dubois, situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Lyon, s'étendait sur des hectares de terrain boisé, comme une île silencieuse dans un océan de solitude. L'immense bâtisse de pierre grise, aux volets toujours clos et aux couloirs interminables, semblait elle aussi porter le deuil. Depuis la disparition soudaine de Camille Dubois, l'épouse de Vincent et mère de Julien, l'air y était devenu plus lourd, les pas plus lents, et les voix, quand elles osaient encore se faire entendre, réduites à des chuchotements. Julien, 9 ans, fils unique et héritier d'une des plus grandes fortunes immobilières du pays, ne parlait plus. Il ne pleurait pas non plus. Il se contentait d'exister, enfermé dans sa chambre vêtu des mêmes pyjamas doux qu'il portait le jour où tout s'était effondré. Il avait cessé de manger. Les plateaux déposés devant sa porte repartaient intacts, jour après jour. Il évitait tout contact visuel, toute présence humaine, comme si le monde extérieur était devenu une menace silencieuse. Vincent Dubois, autrefois un homme flamboyant, sûr de lui et omniprésent dans la presse économique, s'était enfermé dans son bureau du rez-de-chaussée, noyant son chagrin dans des piles de dossiers et des appels interminables. Il refusait d'aborder la douleur de son fils, peut-être parce qu'il ne savait pas comment affronter la sienne. L'homme d'affaires, qui avait bâti des empires de béton et de verre, était incapable de reconstruire ce qu'il venait de perdre. Les médecins se succédaient, chacun plus renommé que le précédent. Psychiatre pour enfants, spécialiste du trauma, hypnothérapeute, aucun ne parvenait à franchir la muraille de silence que Julien avait érigée autour de lui. Les diagnostics se répétaient, pleins de mots savants. Mutisme sélectif, syndrome post-traumatique, refus alimentaire, psychogène. Mais aucune étiquette ne faisait avancer quoi que ce soit. Et le garçon, toujours recroquevillé dans le coin le plus sombre de sa chambre, serrait contre lui un vieux coussin sans forme et regardait le sol comme s'il contenait la seule chose qu'il daignait encore voir. Le personnel de maison avait appris à ne plus s'en mêler. La cuisinière déposait les plats en silence. La gouvernante évitait même d'évoquer son nom, et le jardinier ne posait jamais les yeux sur la fenêtre de l'étage nord, d'où l'on devinait parfois une petite silhouette figée derrière les rideaux. La consigne était claire. Ne pas forcer, ne pas insister, ne pas interférer. Dans cette atmosphère figée, où les jours se répétaient sans variation, une décision inattendue fut prise. La précédente femme de ménage, après avoir discrètement remis sa démission, laissa place à une nouvelle recrue. Ce détail, en apparence anodin, ne fit pas grand bruit dans la maisonnée. On n'attendait pas d'elle autre chose qu'un service silencieux et discret. Elle n'avait pas à voir Julien ni à parler à Vincent. Son rôle se limiterait à nettoyer, passer, essuyer et disparaître avant que quiconque ne la remarque. Mais cette nouvelle venue, Claire Moreau, allait bouleverser sans le vouloir l'équilibre glacial du manoir. À 52 ans, cette femme à l'allure modeste et aux gestes précis n'était pas du genre à attirer l'attention. Pourtant, elle apportait avec elle quelque chose que personne dans cette maison n'avait plus exprimé depuis des mois, une forme de présence sincère, attentive, presque maternelle, qui ne demandait rien, mais observait tout. Dès son premier jour, elle s'attarda dans le couloir du premier étage, juste devant la porte de Julien. Elle ne l'ouvrit pas. Elle n'essaya pas de parler. Elle resta là quelques secondes, sans bouger, comme pour saluer une douleur invisible. Puis elle descendit les escaliers, sans un mot mais avec une expression que personne n'avait vue depuis longtemps entre ces murs, de la compréhension. Le manoir, jusque-là figé dans un éternel hiver émotionnel, sentit, sans pouvoir le nommer, un léger frémissement dans l'air, une présence différente, une respiration nouvelle, un minuscule écho au fond du silence. Le personnel n'y prêta pas attention. Vincent, enfermé dans ses affaires, ne nota rien. Julien, lui, ne bougea pas. Mais quelque part, peut-être, une faille minuscule venait de s'ouvrir dans le mur épais de son mutisme. Claire, en franchissant les grilles du domaine, n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle pensait à son travail, à sa paix modeste, à sa vie simple dans un petit appartement à Villeurbanne. Elle n'avait pas de grandes ambitions, encore moins l'intention de s'immiscer dans les drames d'autrui. Mais parfois, les blessures se reconnaissent entre elles, et quand une cicatrice croise une plaie ouverte, il suffit d'un regard pour comprendre que certaines douleurs ne peuvent pas être ignorées. Ce soir-là, alors que le ciel de décembre s'assombrissait au-dessus du manoir, Julien restait muet comme chaque jour. Son père travaillait tard. Le personnel avait quitté les lieux. Et Claire, en silence, passait un chiffon humide sur une rambarde de bois,
comme si ce geste simple pouvait effacer quelque chose de l'air lourd qui pesait sur les murs. Personne, pas même elle, ne savait encore ce qu'elle apporterait dans cette maison. Mais le destin, lui, semblait déjà avoir amorcé le début d'un changement. Le lendemain, une règle jamais enfreinte allait être brisée. Claire Moreau descendit du bus sous un ciel bas, d'un gris terne qui semblait ne jamais se dissiper au-dessus de la campagne lyonnaise. Elle referma son manteau de laine rapiécé et ajusta son écharpe. À ses pieds, la route étroite menait au portail en fer forgé du manoir du Bois, déjà visible à travers les arbres nus. Elle avait vu de nombreuses maisons dans sa vie, nettoyé des dizaines d'intérieurs riches ou négligés, mais jamais une bâtisse qui lui avait fait cet effet étrange dès la première vision. Une impression de beauté figée, presque morte, comme un corps immobile dont l'âme aurait déserté. On lui avait donné très peu d'informations. La précédente femme de ménage avait quitté son poste après une semaine seulement. Claire n'était pas du genre à poser des questions, mais elle avait vu la peur dans les yeux de celle qui partait. Un mélange de malaise profond et de soulagement. Elle-même ne craignait pas les silences ni les endroits tristes. Elle avait connu pire. Elle savait, par expérience, que la poussière des objets n'était jamais la plus difficile à nettoyer. Dès le seuil franchi, Claire sentit la différence. Le hall était impeccable, mais froid. Chaque meuble semblait être à sa place depuis toujours, sans jamais avoir été déplacé d'1 millimètre. L'air sentait la cire, le bois ancien et quelque chose d'autre, plus subtil, presque imperceptible, mais tenace, l'absence. Elle fut accueillie par la gouvernante, une femme sèche qui s'exprimait sans chaleur. On lui montra les lieux, les consignes, les horaires. On ne lui demanda rien de personnel, et personne ne se soucia de ce qu'elle pouvait penser. Elle était là pour exécuter. Rien de plus. Au cours de cette première journée, Claire nota ce que d'autres n'avaient peut-être pas vu ou n'avaient pas voulu voir. Ce n'était pas seulement le silence qui régnait, mais l'effacement méthodique de toute trace humaine. Les murs étaient décorés de tableaux coûteux mais impersonnels. Les couloirs étaient vides de vie. Et puis, il y avait cette porte, à l'étage, toujours fermée, toujours intacte, comme si personne n'osait la frôler. On lui dit que c'était la chambre de l'enfant. Julien. On ne parlait pas de lui, pas directement. Juste quelques mots échappés dans un couloir. Le petit ne mange toujours pas. Ou le médecin revient vendredi. Pour ce que ça vaut. Rien de plus. Il était comme une ombre à l'étage, une présence fantomatique que l'on évoquait sans prononcer son nom. Pourtant, Claire sentit presque immédiatement que quelque chose l'attirait vers cette pièce. Pas par curiosité, mais par instinct. Ce fut en passant le balai dans le couloir, alors que la lumière de l'après-midi faiblissait, qu'elle l'aperçut pour la première fois. La porte était entr'ouverte, à peine, et à travers l'interstice, elle vit une petite silhouette assise par terre, tournée vers le mur. Le garçon ne bougeait pas, il ne leva même pas la tête. Il semblait absorbé dans quelque chose que Claire ne pouvait ni voir ni comprendre. Elle ralentit son geste, mais ne fit aucun bruit. Elle resta quelques secondes immobile, sans s'approcher, puis continua son chemin. Mais elle sentit le regard du garçon, non pas sur elle, mais à côté d'elle, comme s'il percevait sa présence sans y réagir. Un regard lourd, brisé, qu'elle connaissait trop bien. Claire ne savait pas encore ce qui était arrivé à cette famille, mais elle n'avait pas besoin de détails pour comprendre la douleur d'un enfant qui avait décidé de se taire. Il n'y avait pas de mystère à percer, pas d'énigme à résoudre. Il y avait seulement une souffrance profonde et un isolement dans lequel on l'avait laissé s'enfoncer sans jamais tendre la main de manière sincère. En fin de journée, alors que la maison s'était à moitié vidée de son personnel et que la lumière naturelle avait cédé place à une pénombre douce et feutrée, Claire se permit une entorse discrète au protocole. Elle retourna à l'étage, un torchon propre à la main, et fit mine de s'occuper de la rampe. La porte de la chambre de Julien était maintenant fermée. Elle s'arrêta devant, leva la main et, sans réfléchir, effleura le bois de ses doigts. Puis elle parla. Pas fort, pas pour déranger. Juste quelques mots, lancés comme un message dans une bouteille. « Je m'appelle Claire, je suis nouvelle ici, je n'ai pas l'intention de te déranger. Juste, bonsoir. » Elle n'attendit pas de réponse. Elle savait qu'il n'y en aurait pas. Mais ce simple geste, cette prise de contact si ténue, brisait une règle tacite que tout le personnel semblait respecter avec ferveur. Ne jamais s'adresser à l'enfant, ne jamais le confronter, ne jamais tenter quoi que ce soit.
Claire n'avait pas agi par bravade, mais par humanité. Cette nuit-là, dans sa petite chambre de service, elle pensa à Julien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle repensa à son regard vide, à son immobilité. Elle se revit des années plus tôt dans une pièce sombre et silencieuse, où elle-même avait dû apprendre à vivre sans parler, sans manger, sans comprendre pourquoi le monde autour d'elle avait changé. Elle n'était qu'une femme ordinaire, mais elle avait survécu. Et parfois, survivre donnait à ceux qui l'avaient défait une clé précieuse, celle de savoir reconnaître les signes chez les autres. Le lendemain, elle se leva plus tôt que prévu. Elle avait décidé de commencer son ménage par l'étage, ce qui n'était pas dans les habitudes. Elle entra dans une pièce voisine de celle de Julien, s'appliquant à ne pas faire de bruit. En nettoyant sous un meuble, elle découvrit un objet oublié. Un petit bonnet de laine, manifestement d'enfant, roulé en boule comme s'il avait été abandonné à la hâte. Elle le ramassa, le dépoussiéra, puis le posa discrètement sur la commode du couloir, bien en évidence. Un geste discret, mais volontaire. Plus tard, alors qu'elle passait devant la chambre de Julien, elle s'arrêta une seconde. La porte était à nouveau entr'ouverte. Il était là, toujours dans la même position. Mais cette fois, ses yeux, un instant, croisèrent les siens. Fugace, à peine une seconde. Puis il détourna le regard. Claire, elle, sentit quelque chose se fissurer en elle. Ce n'était pas une victoire, c'était un début. Et pour un enfant plongé dans le silence, un regard valait parfois 1000 mots. Claire connaissait les habitudes de nettoyage comme une seconde nature. Elle ne faisait pas partie de ces personnes qui cherchent à se rendre visibles ou à imposer leur présence. Elle avançait dans la maison comme une ombre bienveillante, attentive aux détails que les autres ignoraient, et silencieuse dans ses gestes comme dans ses pensées. Mais ce matin-là, alors qu'elle balayait le couloir du premier étage, quelque chose attira son attention au sol, juste devant la porte de Julien. C'était un objet oublié, à moitié caché sous un tapis fin. En s'agenouillant pour le ramasser, elle découvrit un vieux nounours. L'ours en peluche était petit, râpé, avec une couture lâchée sur le flanc droit et une oreille légèrement décousue. Il avait perdu sa couleur d'origine depuis longtemps, sans doute autrefois beige ou caramel, mais maintenant d'un gris triste marqué par le temps. Ce n'était pas un jouet de luxe, rien à voir avec les peluches décoratives que certains enfants riches reçoivent sans y attacher d'importance. Cet ours avait été serré, traîné, pleuré, probablement aimé jusqu'à l'usure. Claire le tenait avec précaution, comme si un geste brusque pouvait abîmer plus encore ce qui avait déjà tant vécu. Elle le tourna doucement dans ses mains. Sur une étiquette presque effacée, cousue à l'arrière, on distinguait à peine les lettres JD, brodées à la main. Sans le moindre doute, il appartenait à Julien. Elle hésita un instant devant la porte close, se demandant s'il valait mieux le laisser là, posé à l'extérieur, ou tenter de le rendre elle-même. Finalement, poussée par une intuition tranquille, elle frappa 2 fois doucement. Pas de réponse. Elle ouvrit la porte à peine, juste assez pour y glisser son visage. Julien était assis, comme toujours, dans un coin du tapis, les jambes repliées sous lui, le regard fixé sur le sol. Il ne leva pas la tête quand elle entra. Claire avança avec lenteur, ne parlant pas, ne faisant que poser l'ours en peluche à quelques pas de lui, sur une petite chaise à côté du lit. Elle ne resta pas. Elle recula, sortit de la pièce, referma la porte sans un bruit. Ce n'est que plus tard, en repassant devant la chambre, qu'elle remarqua quelque chose d'infime mais bouleversant. L'ours n'était plus sur la chaise. Il n'était plus visible du tout. Elle ralentit son pas, mais ne s'arrêta pas. Pourtant, au fond d'elle, une certitude s'était installée. Julien avait pris le jouet. Il l'avait reconnu. Et il avait réagi. Ce soir-là, alors que le reste du personnel avait terminé son service et que les couloirs du manoir replongeaient dans leur habituelle torpeur, Claire resta plus longtemps dans la cuisine, à nettoyer minutieusement les plans de travail. Ce n'était pas nécessaire, mais cela lui laissait le temps de réfléchir. Cet ours n'était pas un simple objet, c'était une encre, un lien avec quelque chose d'ancien, de précieux, peut-être même la dernière trace d'un monde que Julien avait perdu. Le lendemain matin, elle monta directement à l'étage avec ses chiffons, sa bassine d'eau tiède et son balai. En s'occupant de la chambre d'amis voisine, elle entendit un léger froissement, à peine audible, venant de la pièce de Julien. Rien de spectaculaire, juste un bruit de tissu déplacé. Peut-être un pas, peut-être un mouvement. Claire ne tenta pas d'écouter davantage.
Elle savait que trop d'attention pouvait refermer les portes qu'elle espérait entr'ouvertes. Mais ce jour-là, elle prit une décision. Pendant sa pause de l'après-midi, elle retourna discrètement dans l'aile est, où étaient conservées les affaires d'entretien et quelques objets inutilisés. Là, elle trouva une trousse à couture. Elle ne savait pas très bien pourquoi elle la cherchait, mais elle agissait avec la conviction tranquille que cela comptait. Elle s'installa sur une chaise dans le couloir, face à la fenêtre donnant sur les arbres nus du jardin, et sortit l'ours de sa poche. Avec des gestes lents, elle entreprit de réparer la couture ouverte sur le flanc. Elle ne toucha pas à l'oreille décousue. Elle comprenait que certaines imperfections font partie des souvenirs. Mais refermer cette plaie de tissu, c'était une manière de prendre soin, pas de l'objet, de celui qui le serrait contre lui. Lorsqu'elle eut terminé, elle retourna à la chambre de Julien et frappa à nouveau. Toujours sans réponse. Elle ouvrit comme la veille, s'avança jusqu'à la chaise et y reposa l'ours. Cette fois, elle murmura « Il est réparé. Il est toujours là, comme toi. » Puis elle repartit. Un peu plus tard, alors qu'elle nettoyait le grand miroir de l'entrée, elle aperçut Vincent Dubois qui descendait l'escalier, le visage tiré, les yeux cernés. Il traversa le hall sans même la regarder, parlant dans son téléphone à voix basse. Il semblait fatigué ailleurs, comme s'il vivait dans une autre maison, loin de celle où il marchait chaque jour. Claire le suivit du regard, puis reprit son travail. Elle n'attendait rien de lui. Mais elle savait qu'à ce rythme, le silence allait engloutir non seulement son fils, mais lui aussi. Le soir venu, Claire retourna dans sa chambre, tira le rideau, s'assit sur le lit. Elle repensait à Julien, au fait qu'il avait pris l'ours, à ce que cela pouvait signifier. Un mouvement intérieur, une mémoire qui remonte, une main, même tremblante, qui accepte encore de serrer quelque chose. Le lendemain, en nettoyant à nouveau à l'étage, elle prit une décision que personne d'autre n'avait osé prendre jusque-là. Devant la porte close, elle respira profondément, puis frappa 3 fois. Et cette fois, elle ne fit pas que déposer quelque chose. Elle parla. Elle posa une question. Une question simple, directe, mais essentielle, que tout le monde avait évitée par peur de mal faire ou par indifférence. Julien, c'était à elle, n'est-ce pas? Le silence fut total. Puis, presque imperceptiblement, elle crut entendre un souffle, comme une expiration retenue. Pas un mot. Mais dans le battement de ce silence-là, quelque chose venait de changer. Le 3e jour de Claire dans le manoir du bois débuta comme les précédents, dans le silence dense de la demeure. Le ciel était couvert, et une pluie fine s'abattait sur les vitres, donnant à la lumière du matin une teinte grise et diffuse. Dans la cuisine, la cuisinière préparait les plateaux comme d'habitude, sans parler, déposant machinalement des assiettes pleines qui, elle le savait, reviendraient intactes. Ce rituel sans espoir, devenu presque absurde, faisait désormais partie du quotidien. On nourrissait une absence. Claire observa en silence les gestes de la cuisinière, puis prit un plateau, mais au lieu de suivre le protocole en le montant directement à la chambre de Julien, elle fit quelque chose de différent. Elle ouvrit son sac, sortit une petite marmite métallique enveloppée dans un torchon et la plaça sur un second plateau. Ce n'était pas le repas prévu, ce n'était pas du tout ce qui figurait sur la fiche diététique que le médecin avait transmise. C'était un plat simple, modeste, qu'elle avait préparé chez elle la veille au soir. Du riz, des lentilles et un morceau de carotte rôtie, cuisiné à la manière de sa mère, avec un peu d'ail et un filet d'huile d'olive. Un plat sans prétention, mais qui réchauffait, qui nourrissait, qui disait quelque chose que les mots n'osaient plus formuler dans cette maison. « Je suis là ». Elle monta l'escalier lentement, plateau à la main, et s'arrêta devant la porte de Julien. Elle frappa doucement une fois, pas de réponse. Elle ouvrit, entra et cette fois referma la porte derrière elle. Julien était là, assis comme à son habitude, les jambes croisées, l'ours entre ses bras. Il ne la regarda pas. Claire ne parla pas. Elle ne lui demanda pas s'il avait faim ni s'il allait bien. Elle ne chercha pas à le convaincre. Elle s'assit simplement par terre, à une distance respectueuse, plaça le plateau devant elle, ouvrit la marmite et commença à manger à petites bouchées. Le parfum du plat s'éleva lentement dans l'air de la pièce, discret mais réconfortant, loin des odeurs froides et médicales des plateaux précédents. Elle mangeait en silence au début, puis d'une voix calme et naturelle, elle commença à parler, non pas à Julien, mais tout haut, comme si elle racontait à elle-même un souvenir oublié. « Quand j'avais ton âge, mon père m'appelait la souris. Je ne parlais pas beaucoup non plus.
J'aimais m'asseoir sous la table de la cuisine et écouter les grandes personnes parler. C'était mon monde à moi. Ce plat, là, c'est celui que ma mère faisait quand on n'avait plus grand-chose dans les placards. Elle disait que ça faisait du bien au cœur. Elle continua à manger tranquillement, sans attendre de réaction. Julien ne parlait pas. Il ne bougeait pas. Mais Claire sentit quelque chose. Peut-être un regard furtif, peut-être un frémissement dans ses épaules. Elle ne se retourna pas pour vérifier. Elle savait que dans certains silences, le moindre geste brusque peut tout refermer. Elle termina son assiette, replaça le couvercle sur la marmite et avant de se lever dit simplement « Je reviendrai demain. Si tu veux, je peux en apporter encore, ou autre chose. Dis-moi rien si tu préfères, je comprendrai. » Puis elle sortit. Plus tard dans la journée, alors qu'elle nettoyait un placard oublié au fond du couloir de l'aile ouest, elle découvrit quelque chose d'étrange. Derrière des boîtes de linge de maison, au fond d'un meuble à tiroir, un petit carton mal refermé semblait déplacé. En l'ouvrant, elle trouva des lettres, soigneusement pliées, rangées par date. Certaines portaient l'entête d'un hôpital, d'autres n'étaient que des pages blanches remplies d'une écriture douce et arrondie. Claire parcourut brièvement le haut d'une des lettres et s'arrêta immédiatement en lisant un prénom, Julien. Elle comprit rapidement ce qu'elle avait entre les mains. Ces lettres n'avaient jamais été postées. Elles avaient été écrites par la mère de Julien, probablement dans les derniers mois de sa vie. Elle n'en lut pas davantage. Ce n'était pas à elle. Mais en tenant ces feuilles tremblantes entre ses mains, elle sentit une responsabilité peser sur ses épaules. Quelqu'un avait tenté de dire au revoir, et cet au revoir n'avait jamais atteint celui à qui il était destiné. Elle remit soigneusement les lettres dans leur carton, referma le tiroir et resta un moment immobile dans la pièce. Il n'y avait pas de bruit, juste le tic-tac lent de l'horloge suspendue au mur. Ce qu'elle venait de trouver n'était pas un secret. C'était un lien manqué, une dernière tentative d'amour laissée dans l'ombre. Et Claire comprenait sans l'ombre d'un doute que ces mots oubliés pouvaient faire la différence. Mais elle savait aussi qu'ils étaient délicats, fragiles, et qu'il ne fallait pas les brandir comme une solution miracle. En redescendant l'escalier, elle croisa la gouvernante qui la regarda d'un œil soupçonneux. Claire baissa les yeux, n'ajouta rien et continua son chemin vers la buanderie. Le reste de la journée s'écoula comme les précédentes, sans éclat, sans changement visible. Ce ne fut que le soir, alors qu'elle montait déposer un drap propre dans la chambre d'amis, qu'un détail attira son attention en passant devant celle de Julien. La porte n'était pas totalement fermée. Elle était entr'ouverte d'une manière différente, presque comme si on l'invitait à voir. Elle hésita, puis elle aperçut par l'interstice une chose infime mais foudroyante. Julien était allongé sur le lit, l'ours contre lui, et ses lèvres remuaient. Elle s'approcha à peine, le souffle suspendu. Il murmura un mot, une seule syllabe. Claire ne l'entendit pas clairement, mais elle vit la forme sur ses lèvres. C'était la première fois qu'il disait quoi que ce soit. La première fois depuis des semaines, peut-être des mois. Elle recula, referma la porte doucement et descendit l'escalier, le cœur battant. Ce n'était pas une victoire, ce n'était pas une transformation magique. C'était un mot, un seul. Mais pour un enfant perdu dans le silence, c'était un monde entier qui s'ouvrait à nouveau. Le lendemain, dès que la lumière matinale filtra à travers les rideaux épais du manoir, Claire retourna dans le petit débarras où elle avait trouvé la boîte de lettres la veille. Tout le manoir dormait encore, sauf peut-être Julien, dont elle ne pouvait deviner les heures d'éveil depuis le début. Elle s'agenouilla devant le meuble en bois brut, tira le tiroir avec précaution, comme si chaque geste pouvait troubler l'équilibre fragile d'un passé que personne n'avait voulu affronter. La boîte était là, exactement à la même place. Claire la sortit, la posa sur ses genoux, l'ouvrit doucement. Les lettres, toujours parfaitement pliées, formaient une pile modeste, mais poignante. Elle en prit une, au hasard. L'encre bleue avait légèrement pâli, mais l'écriture restait lisible, fluide, élégante. À la première ligne, elle vit le prénom de Julien écrit avec tendresse, suivi de mots simples mais bouleversants. « Mon petit amour, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. » Claire referma aussitôt la feuille, le souffle court. Elle n'avait pas le droit d'aller plus loin, ce n'était pas à elle, ce n'était pas sa douleur. Mais elle savait qu'en cet instant, elle tenait entre ses mains quelque chose de vital. Ce n'était pas un témoignage, c'était un adieu inachevé, une tentative de transmission interrompue,
une voix que le garçon n'avait jamais entendue. Elle remit la lettre dans la boîte, puis replaça celle-ci dans le tiroir, à la même place. En quittant la pièce, elle sentit le poids de la décision qu'elle aurait à prendre bientôt. Elle n'en parla à personne. Elle ne montra rien. Mais durant toute la journée, elle observa Julien, avec une attention accrue. Lorsque le moment du déjeuner arriva, elle suivit son nouveau rituel. Elle monta son plateau, accompagnée cette fois de petites pommes de terre sautées, cuites avec du thym et une touche de beurre. Elle frappa doucement, entra, s'installa au sol et mangea en silence. Julien ne parlait toujours pas, mais il la regardait plus franchement qu'avant. Et surtout, il ne détournait plus les yeux lorsqu'elle entrait dans la pièce. Après le repas, elle resta un moment en silence, assise à quelques pas de lui. Puis, sans le regarder, elle dit « J'ai trouvé quelque chose hier, quelque chose qui t'appartient. » Elle ne sortit rien de sa poche, ne montra aucun objet. Elle voulait qu'il comprenne que ce n'était pas un jeu, ni une promesse de guérison. C'était une vérité douloureuse et précieuse qu'il devait être prêt à entendre. Julien ne répondit pas, mais son regard se fixa plus intensément sur elle. Il tenait toujours son ours, mais ses doigts tremblaient légèrement. Claire se leva, rangea ses affaires et sortit sans en dire davantage. Ce n'est que dans l'après-midi que tout bascula. Alors qu'elle pliait du linge dans la buanderie, elle entendit des pas précipités dans le couloir. Des pas d'homme. Vincent Dubois, manifestement agité, entra dans la pièce sans frapper. Il tenait une feuille de papier à la main. Son visage était fermé, tendu. Il lui montra la feuille, qu'elle reconnut aussitôt. C'était une des lettres qu'elle avait replacées dans la boîte. « C'est vous qui avez fouillé dans mes affaires ?» Claire le regarda droit dans les yeux. Elle ne se justifia pas. Elle n'avait pas honte. « J'ai trouvé cette lettre dans le débarras, avec d'autres. Elles étaient abandonnées. Je ne les ai pas lues. J'ai juste vu qu'elles étaient destinées à Julien. » Vincent serra les mâchoires. Il avait le regard de quelqu'un qui vacille entre deux sentiments, la colère d'avoir été exposé et la peur de devoir affronter ce qu'il fuyait. Vous n'aviez pas le droit. Peut-être pas. Mais je crois que vous non plus n'aviez pas le droit de les lui cacher. Il ne répondit pas tout de suite. Il baissa les yeux vers la feuille, puis les releva vers elle. Son ton changea légèrement. Vous croyez qu'une lettre changera quoi que ce soit? Il ne parle pas, il ne mange pas, il est comme figé. Claire s'approcha d'un pas. Ce n'est pas une lettre, c'est la voix de sa mère. Il ne l'a pas entendue depuis qu'elle est partie. Vous avez tout essayé. Les médecins, les médicaments, les routines. Vous enterrez votre chagrin sous des dossiers. Mais lui, il n'a rien. Juste ce silence. Vous croyez que ça suffit à un enfant? Vincent resta figé. On lisait sur son visage un mélange de fatigue, de culpabilité et d'incertitude. Il semblait au bord de dire quelque chose, mais n'en trouvait pas la force. Claire poursuivit. « Je ne vous demande pas de me croire. Donnez-lui juste la chance de décider par lui-même. » Il ne répondit pas. Il sortit de la pièce, la lettre toujours à la main. Claire retourna à ses tâches. Elle ne savait pas ce que Vincent ferait. Mais pour la première fois, elle avait l'impression que quelqu'un d'autre dans cette maison avait été obligé de regarder la douleur en face. Le soir venu, alors qu'elle terminait de nettoyer l'escalier principal, elle vit Julien dans l'entrebâillement de sa porte. Il ne dit rien mais la regarda avec une intensité nouvelle. Il tenait toujours son ours. Ses lèvres remuaient doucement, comme s'il répétait quelque chose sans le dire à voix haute. Elle s'approcha sans entrer et s'accroupit à sa hauteur. « Julien, tu te souviens de sa voix ?» Il baissa les yeux. Puis, dans un souffle presque imperceptible, il murmura « Maman ». Ce fut tout, mais c'était immense. Ce mot, ce murmure, suffisait à tout bouleverser. Claire se releva, les yeux humides, et partit sans rien ajouter. Cette nuit-là, elle sut que le moment était venu. Le lendemain, elle déposerait la lettre. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, mais l'air restait humide et chargé d'une lourdeur presque palpable. Le manoir, bien que toujours silencieux, semblait différent. Claire, dès son réveil, sentit que quelque chose s'était déplacé dans les équilibres invisibles de la maison. Elle prépara ses affaires comme d'habitude, rangea les draps propres, vérifia la liste des tâches du jour, mais son esprit était ailleurs. Aujourd'hui, elle allait franchir une frontière que personne n'avait encore osé approcher pleinement. Elle monta à l'étage avec lenteur, une lettre soigneusement pliée dans une enveloppe simple entre ses mains. Ce n'était pas elle qui l'avait écrite, mais la femme dont la voix, trop longtemps retenue, attendait enfin d'être entendue.
Elle savait que donner ce papier à Julien, ce simple geste, n'était pas sans conséquence. Cela allait bousculer des défenses construites à la hâte, des peurs maintenues à distance, des choix silencieux faits au nom de la protection. Lorsqu'elle atteignit la porte de la chambre, elle s'arrêta un instant, inspira profondément, puis frappa doucement. Comme les jours précédents, il n'y eut pas de réponse, mais elle entra. Julien était assis sur le lit, adossé contre le mur, les jambes repliées, l'ours serré contre lui. Il leva les yeux vers elle, sans surprise. Il l'attendait. Claire ne parla pas tout de suite. Elle s'approcha à pas lents puis s'agenouilla au sol devant lui. Elle tendit l'enveloppe à deux mains. « C'est pour toi. Elle l'a écrite pour toi. » Julien la fixa, puis baissa les yeux vers la lettre. Il ne la prit pas. Pas encore. Claire ne força rien. Elle resta là quelques secondes, puis se leva, déposant l'enveloppe à côté de lui sur le lit. « Tu peux la lire quand tu veux, ou ne pas la lire. C'est toi qui choisis. » Elle sortit de la pièce sans bruit. Mais à peine avait-elle refermé la porte derrière elle qu'une voix sèche et pleine de tension résonna dans le couloir. « Vous êtes allé trop loin. » Claire se retourna lentement. Vincent Dubois était là, vêtu d'un costume sombre, la mâchoire contractée, le regard glacé. Il descendait visiblement de son bureau et avait dû assister à la scène depuis l'ombre de l'escalier. Il s'avança vers elle à grands pas. « Vous n'aviez pas le droit d'entrer dans sa chambre avec ça. Vous n'êtes pas médecin. Vous n'êtes pas psychologue. Vous êtes une femme de ménage. » Claire soutint son regard sans reculer. « Et vous, vous êtes son père. Pourtant, vous n'avez rien fait. Vous êtes là, dans cette maison, à courir après vos contrats, pendant que votre fils se noie. » Vincent fronça les sourcils, indigné. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui parle ainsi, mais Claire ne s'arrêta pas. « Je n'ai pas forcé Julien à quoi que ce soit. Je ne l'ai pas touché. Je ne lui ai rien imposé. Je lui ai juste donné ce que vous lui avez refusé. Les mots de sa mère. » La colère monta dans les yeux de Vincent. Il s'approcha encore, la dominant de toute sa taille. « Vous êtes congédié. Immédiatement. » Claire le regarda droit dans les yeux. Elle n'eut pas de mouvement de recul ni de surprise. Sa voix resta posée. « Alors, congédiez-moi. Mais avant, laissez-moi vous poser une question. Depuis combien de temps n'avez-vous pas regardé votre fils dans les yeux? Je parle d'un vrai regard. Pas celui d'un père qui s'inquiète de la logistique, de la santé ou des apparences, mais celui d'un homme qui regarde son enfant et accepte de voir sa douleur. » Vincent resta figé. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. « Donnez-lui 3 jours, Vincent. 3. Si rien ne change, je partirai sans faire d'histoire. » Elle s'éloigna sans attendre sa réponse. Le reste de la journée fut tendu. La gouvernante, informée de la situation, évita Claire, la regardant de loin avec une méfiance grandissante. Les autres employés faisaient semblant de ne rien savoir, mais leur nervosité trahissait leur connaissance de l'incident. Vincent, de son côté, resta enfermé dans son bureau. Claire poursuivit néanmoins ses tâches. Elle lava les vitres du salon, dépoussiéra les bibliothèques, frotta les marches de l'escalier. À aucun moment, elle ne montra de trouble ou d'hésitation. Elle avait accepté les conséquences. Mais au fond d'elle, elle sentait que l'affrontement avait ouvert une brèche, pas seulement entre elle et Vincent, mais en lui. En fin de journée, alors que le personnel quittait les lieux, Vincent sortit finalement de son bureau. Il avait changé de tenue, moins formel, moins blindé. Il descendit à la cuisine, chose qu'il ne faisait jamais. Il resta un moment immobile, observant Claire qui nettoyait l'évier. « 3 jours, dit-il simplement. Claire hocha la tête. Aucun mot de plus ne fut échangé. Ce soir-là, pour la première fois depuis son arrivée, elle cuisina dans la cuisine du manoir. Avec l'accord tacite de Vincent, elle prépara un gratin dauphinois, le plat préféré de Camille Dubois, selon une note oubliée dans le carnet de recettes. Elle y ajouta une touche de muscade, comme indiqué en marge. L'odeur qui se répandit dans la maison fut douce, enveloppante, presque familière. Lorsqu'elle monta le plat à l'étage, elle ne frappa pas. Elle ouvrit doucement la porte et déposa le plateau près de la table basse, sans un mot. Julien, assis sur le lit, la regarda faire. Puis, alors qu'elle s'apprêtait à partir, il tourna la tête vers la lettre toujours intacte, toujours fermée. Claire sortit sans commentaire. Ce soir-là, quelque chose dans l'atmosphère du manoir avait changé. Pas une transformation visible, pas un miracle, mais une tension différente, plus dense, moins figée. Et dans le couloir devant la porte de Julien, Vincent resta longuement debout, immobile, écouteur, peut-être pour la première fois prêt à entendre.
Dès les premières heures du matin, l'odeur du gratin dauphinois flottait encore dans les couloirs du manoir. Elle s'était infiltrée dans les tapis, avait glissé sous les portes, imprégné les rideaux, comme une présence discrète mais persistante. C'était un parfum de crème chaude, de pommes de terre fondantes et de muscade, un arôme doux et enveloppant qui avait le pouvoir étrange d'évoquer quelque chose d'ancien, d'intime, comme un souvenir enfoui que le cœur reconnaît avant même que l'esprit ne le nomme. Claire avait soigneusement nettoyé la cuisine après avoir terminé le plat, mais elle savait que certaines choses ne s'effacent pas avec un torchon humide. Elle passa la matinée à exécuter ses tâches avec sa précision habituelle, mais une part d'elle-même restait suspendue à l'étage, attentive, concentrée sur ce qu'elle ne pouvait pas voir. Elle ne monta pas immédiatement. Elle voulait laisser à Julien l'espace nécessaire. Il ne s'agissait pas de surveiller ou de provoquer. Elle avait semé une graine. Il fallait maintenant lui laisser le temps de germer. En début d'après-midi, elle remonta les marches lentement, sans plateau cette fois, simplement pour changer les draps d'une chambre voisine. En passant devant la porte de Julien, elle ralentit. Elle ne voulait pas s'arrêter ouvertement, mais son regard fut attiré par un détail. La porte n'était plus seulement entr'ouverte, elle était légèrement plus ouverte qu'à l'accoutumée, comme si quelqu'un à l'intérieur ne l'avait pas refermée complètement exprès. Elle continua sans s'arrêter, mais cette ouverture modifiée résonna en elle comme un signe, subtil, volontaire. Quand elle revint 1 heure plus tard, elle portait un petit bol vide. Elle frappa 2 fois, entra et vit le plateau de la veille posé sur le sol avec le plat couvert. Elle s'approcha, s'accroupit et souleva doucement le couvercle. Il restait un peu de gratin, mais une partie avait clairement été mangée, une portion modeste, à peine quelques bouchées. Pourtant, aux yeux de Claire, c'était immense. Julien, assis sur son lit, la regardait. Il ne parlait toujours pas, mais son regard était fixe, stable, ancré dans le moment présent. Il ne fuyait plus, il n'évitait plus. Il ne se protégeait plus derrière l'invisibilité. Claire lui sourit légèrement, sans trop insister, puis elle reprit le plat et sortit, le cœur étrangement apaisé. Dans l'escalier, elle croisa la gouvernante qui, en l'apercevant, s'arrêta net. « Il a mangé ?» demanda-t-elle, incapable de cacher sa surprise. Claire hocha simplement la tête sans en dire plus. Le bruit se répandit vite dans la maison. Les gestes du personnel étaient un peu plus fluides, les voix un peu moins tendues. On ne disait rien à voix haute, mais l'information circulait. Julien avait mangé. Pas beaucoup, pas un repas complet, mais assez pour que les équilibres changent. C'était une percée que personne n'avait anticipée. Ce fut dans l'après-midi que tout se cristallisa. Alors que Claire nettoyait le parquet du salon principal, une jeune employée de maison chargée du courrier et des courses entra en courant dans la pièce, visiblement émue. « Je l'ai vu. Il était à la fenêtre. » Claire leva les yeux, calmement. L'employé reprit. « Julien. Il était debout. Il regardait dehors. Il a même touché la vitre. » Le silence s'installa. Claire remercia d'un signe de tête, puis se remit au travail. Mais elle ne put empêcher un léger frisson de la traverser. Julien debout. Julien regardant le monde extérieur. Julien dans un geste si simple et pourtant si puissant, indiquant qu'il commençait peut-être à vouloir renouer un lien, si ténu soit-il, avec ce qui l'entourait. Elle monta plus tard dans la journée pour faire le ménage dans la salle de bains attenante à la chambre du garçon. En passant devant la porte, elle entendit un bruit presque imperceptible, un léger froissement, un pas, peut-être même un soupir. Elle n'entra pas. Elle savait qu'il y avait des moments qu'il fallait laisser intacts, mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était ce qu'elle allait découvrir en redescendant. Dans la cuisine, le plateau vidé de la veille avait été rapporté. Il y avait dessus un petit objet que Claire n'avait pas placé. Un morceau de papier plié en 4. Elle l'ouvrit. Il ne contenait pas de mots, seulement un dessin fait au crayon. Un plat, une assiette, un petit enfant assis sur une chaise, un ours posé sur la table. C'était maladroit, tremblé, mais clair. Julien avait dessiné la scène du repas. Il l'avait vue, il l'avait retenue, et il avait voulu la redire à sa manière. Claire resta longtemps debout, le dessin entre les doigts. Elle sentit une chaleur monter en elle, silencieuse et profonde. Il ne parlait pas encore, mais il exprimait. Il n'écrivait pas, mais il communiquait. Il n'était plus figé dans son silence. Il s'ouvrait, par gestes, par signes, par fragments. Plus tard, alors qu'elle allait monter pour ranger la chambre d'amis,
Elle vit Vincent, encore en chemise, adossé au mur du couloir du rez-de-chaussée. Il semblait perdu dans ses pensées, son regard fixé sur le sol. Lorsqu'il l'aperçut, il s'approcha. « On m'a dit qu'il avait mangé, dit-il. » Claire répondit simplement « Un peu, oui. » Il hocha la tête, les traits tirés. Puis il ajouta, plus bas, « Vous avez raison. Je n'ai pas su faire. Je n'ai pas su quoi dire. Je croyais que le silence était une forme de protection, mais peut-être que c'est une prison. » Claire ne répondit pas. Il n'attendait pas vraiment une réponse. Il parlait enfin à voix haute. Il reconnaissait ce qu'il avait longtemps refusé de voir. Ce soir-là, Claire prépara à nouveau le gratin, sans en avertir personne. Elle le monta à l'étage avec le même soin que la veille. Lorsqu'elle entra dans la chambre, Julien était déjà assis, les yeux tournés vers elle. Il ne parla pas. Mais il tapota doucement le sol à côté de lui. Une invitation. Claire s'assit. Elle posa le plat. Elle mangea quelques bouchées. Julien la regardait. Il ne toucha pas encore le plat, mais il n'avait pas besoin de le faire. Ce qu'il offrait maintenant, c'était sa présence, son attention. Son silence n'était plus une barrière, c'était un terrain d'attente, une terre en friche, prête à accueillir quelque chose de nouveau. Le lendemain, le manoir s'éveilla sous un ciel clair mais sans chaleur. Les rayons du soleil traversèrent les fenêtres comme un trompe-l'œil de bonheur, éclairant sans réchauffer, dessinant sur les murs les ombres du passé encore bien vivantes. Claire, fidèle à son rythme habituel, entama sa routine dans le silence coutumier, mais cette fois avec une vigilance accrue. Elle ne laissait rien au hasard. Chaque signe de Julien devenait une boussole pour orienter ses gestes, et les progrès récents, même discrets, avaient insufflé une forme d'espoir mesuré qu'elle s'efforçait de ne pas transformer en attente. Lorsque l'heure du déjeuner approcha, elle prépara une nouvelle portion de gratin, y ajoutant cette fois un peu d'emmental pour en relever le goût, pensant qu'une variation subtile pourrait piquer la curiosité du garçon. Elle monta le plateau, frappa comme toujours, entra. Julien l'attendait, assis près de la fenêtre ouverte. Il ne détourna pas les yeux, ne se réfugia pas dans le silence défensif qu'il avait tant cultivé les premières semaines. Il ne parla pas non plus, mais il la suivit du regard, calmement. Claire s'assit comme la veille, ouvrit le plat, mangea quelques bouchées. Julien finit par se pencher légèrement, saisit une fourchette et prit un petit morceau. Il le mâcha lentement, les yeux baissés. Claire resta muette. Ce geste, à lui seul, suffisait à remplir toute la pièce. Mais quelques heures plus tard, tout vacilla. Claire était dans la buanderie, pliant des serviettes, lorsqu'un bruit inhabituel la tira de sa tâche. Une porte claqua quelque part dans la maison, puis un murmure étouffé. Elle reconnut la voix de Vincent, plus dure que d'ordinaire. Par instinct, elle se dirigea vers l'escalier. À mesure qu'elle approchait du palier, elle entendit les derniers mots d'une conversation que Vincent avait visiblement voulu garder privée, mais que les murs du manoir avaient trahi. Il parlait à un homme qu'elle ne connaissait pas, probablement un avocat ou un conseiller. Si ça continue, il faudra envisager un internement. Il ne peut pas rester ici éternellement dans cet état. Je n'ai pas le choix. Je suis seule. Claire s'immobilisa, glacée. Elle ne vit pas le visage de Julien, mais elle savait qu'il était dans sa chambre, que les portes n'étaient pas insonorisées, que ce genre de phrase, même chuchotée, pouvait détruire des semaines de lente reconstruction. Elle resta figée, les lèvres serrées, avant de redescendre lentement. Elle ne dit rien à personne. Elle retourna à la cuisine, rangea les ustensiles, nettoya une fois encore des surfaces déjà propres. Mais son cœur battait plus vite, et l'inquiétude s'accrochait à elle comme une seconde peau. En fin d'après-midi, elle monta pour vérifier si le plateau du repas avait été touché. La porte de la chambre de Julien était à nouveau fermée, complètement. Elle frappa. Aucune réponse. Elle attendit, frappa une deuxième fois. Rien. Elle posa l'oreille contre le bois. Pas un bruit. Elle entra, lentement. Julien était là, recroquevillé dans un coin du lit, l'ours serré contre lui, les yeux grands ouverts, vides. Le plateau était intact. Pas une bouchée n'avait été prise. Le plat refroidi, l'emmental figé en surface, témoignait de l'abandon brutal du fragile élan de la veille. Claire s'approcha, s'accroupit, mais il ne la regarda pas. Il semblait ailleurs, retourné dans cette zone muette et froide qu'elle avait mis tant de soin à effriter. Elle resta là un moment, ne parla pas. Elle savait que toute tentative de mot serait vaine. Julien n'était plus présent, il s'était retiré. Elle quitta la pièce, redescendit,
et chercha un endroit pour se poser. Elle s'assit dans la cuisine, seule. Le manoir semblait avoir perdu toute lumière, malgré le soleil encore haut dans le ciel. Le soir venu, elle retourna dans le débarras où elle avait trouvé les lettres de Camille. Elle les prit toutes, les relut en silence, jusqu'à ce qu'elle tombe sur l'une d'elles, plus courte que les autres, plus directe, presque pressée. Une lettre où la mère écrivait en date de quelques jours avant son décès « Je sais que ton père a peur, Julien, mais moi je n'ai plus peur. Je veux que tu continues à goûter. Goûter la vie, les plats, le monde, même quand moi je ne serai plus là. Je veux que tu restes gourmand de la vie, même si elle fait mal. » Claire serra la lettre entre ses mains. C'était le moment. Elle ne pouvait plus attendre. L'enfant que Vincent menaçait, même sans intention directe d'arracher à sa seule zone de sécurité, devait avoir une arme, un dernier mot, une vérité qui ne venait pas d'un adulte rationnel mais d'une mère disparue. Le poids de cette décision n'était plus discutable. Elle monta immédiatement. Elle frappa. Aucune réponse. Elle entra. Julien n'avait pas bougé. Elle s'assit à ses côtés, posa la lettre pliée sur ses genoux. Celle-ci, c'est la dernière. Elle est pour maintenant. Julien ne bougea pas. Claire attendit. Longtemps. Puis, sans un mot, elle sortit. Plus tard dans la nuit, alors que tout était endormi, Claire passa une dernière fois devant la porte. Elle n'entendit rien, ne vit rien. Mais le lendemain matin, lorsqu'elle monta avec le plateau du petit déjeuner, elle découvrit la lettre ouverte sur le lit. Et Julien, allongé sur le dos, les yeux humides, l'ours toujours dans ses bras. Il ne dit rien. Mais les murs de sa prison semblaient avoir pris une première fissure. Le lendemain matin, le manoir semblait suspendu dans une sorte de flottement étrange. La routine habituelle se déroulait mais sans conviction. Les employés, silencieux, se déplaçaient plus lentement, comme s'ils sentaient que quelque chose de décisif avait eu lieu ou allait se produire. La pluie fine s'était remise à tomber, martelant les vitres avec régularité, remplissant les couloirs de cette lumière pâle propre aux journées sans répit. Claire se leva tôt, comme toujours, mais ses gestes avaient un autre poids. Elle ne préparait pas une journée comme les autres. Elle monta directement à l'étage, un plateau de petit déjeuner à la main. Rien d'exceptionnel, un simple bol de chocolat chaud, une tartine grillée, quelques fruits coupés, mais chaque élément avait été choisi avec soin. Lorsqu'elle atteignit la porte de Julien, elle hésita, le cœur battant. Elle frappa une fois, puis une deuxième. Pas de réponse. Elle ouvrit doucement. Julien était éveillé. Il était assis sur le lit, les jambes croisées, l'ours posé à côté de lui, et la lettre de sa mère toujours dépliée sur ses genoux. Il ne pleurait pas, mais son regard n'était plus vide. Il était saturé d'une émotion contenue, fragile, mais vivante. Claire entra, déposa le plateau sur la table et s'assit doucement au sol, à la même place que les jours précédents. Elle ne parla pas. Elle attendit. Julien baissa les yeux vers la lettre. Il la toucha du bout des doigts. Puis, lentement, il se tourna vers Claire. Ce fut la première fois qu'il la regarda sans détournement, sans peur, sans fuite. Ses yeux brillaient, non pas de larmes, mais d'une forme de conscience aiguë. Et puis il parla. Un mot, deux. Sa voix était rauque, comme un instrument oublié qu'on accorde à nouveau. « Elle me manque ». Claire ne bougea pas. Elle n'essaya pas de répondre trop vite. Ce n'était pas un appel au secours, c'était une déclaration, une affirmation essentielle. Julien venait de briser le silence, non pas pour demander, mais pour dire. Et ce qu'il disait dans sa simplicité désarmante était plus lourd que tous les cris du monde. Elle répondit lentement. « Moi aussi, quelqu'un me manque. Tous les jours. On apprend à vivre avec ce vide. Mais il ne faut pas laisser ce vide manger tout le reste. » Julien regarda à nouveau la lettre. Elle écrivait bien. « Je l'entends. Quand je lis, j'entends sa voix. » Claire hocha la tête, émue. « C'est parce que tu n'as pas oublié. » Julien prit un morceau de pain, le regard fixé sur la tartine, comme s'il la découvrait pour la première fois. Il la porta à sa bouche. Une bouchée. Il mâcha lentement. Il mangeait sans qu'on le pousse, sans qu'on le surveille, sans qu'on le force. Il mangeait comme un enfant qui revient à lui-même, à son corps, à ses besoins. Ce geste si banal, redevenu naturel, était une victoire silencieuse. Le reste de la journée se déroula dans un calme particulier. Claire sentit que quelque chose s'était aligné. Elle n'eut pas besoin d'annoncer quoi que ce soit. Le visage de Julien parlait pour lui, moins fermé, moins tendu, comme si un poids immense avait quitté ses épaules.
Elle nettoya les couloirs avec une concentration tranquille, répondant aux rares demandes du personnel sans s'attarder, le cœur absorbé par l'écho de cette matinée. En fin d'après-midi, alors que le manoir baignait dans une lumière grise de crépuscule, Claire retourna voir Julien. Elle avait préparé une marmite de soupe aux légumes avec une pointe de cumin, un plat simple mais réconfortant. Elle entra dans la chambre sans frapper. Julien était assis sur le sol, entouré de feuilles de papier et de crayons. Il dessinait. Pas un chef-d'œuvre. Des formes simples. Un soleil, une table, un bol, un visage aux cheveux longs. Claire reconnut, sans besoin de confirmation, que c'était sa mère. Elle déposa la soupe, s'assit. Julien leva les yeux vers elle. « Est-ce que je peux garder toutes les lettres ?» Claire répondit sans hésitation. « Bien sûr, elles sont à toi, c'est ton histoire. » Il hocha la tête. « Je veux les lire souvent. Quand je les lis, je n'ai plus aussi mal. C'est comme si elles me parlaient encore. » Claire sentit sa gorge se serrer, mais elle garda sa voix stable. « Alors lis-les autant que tu veux. Elles sont faites pour ça. » Julien prit une cuillère de soupe, une deuxième. Puis, relevant les yeux, il demanda « Est-ce que tu peux manger avec moi ?» Claire acquiesça sans mot dire. Elle s'assit, prit une cuillère. Julien mangeait doucement, concentré. Entre deux bouchées, il murmura « Tu crois qu'elle savait que je l'aimais ?» Claire posa sa cuillère, le regarda avec tendresse. « Je suis certaine qu'elle le savait, et elle t'aimait, jusqu'au bout. C'est pour ça qu'elle t'a écrit. » Julien ne répondit pas. Il replia une feuille, la glissa dans une boîte. Il avait trouvé un rituel, une manière de garder sa mère proche sans se noyer dans l'absence. Il ne s'agissait plus d'oublier. Il s'agissait de vivre avec. Ce soir-là, après avoir rangé la cuisine, Claire monta une dernière fois vérifier que tout allait bien. Julien dormait, l'ours serré contre lui, les lettres rangées sur la table de chevet. Il respirait paisiblement. La chambre n'était plus sombre. Elle n'était pas joyeuse, pas encore. Mais elle avait retrouvé quelque chose d'essentiel, une trace de vie. Le lendemain, le manoir s'éveilla dans un calme presque inhabituel. Pas ce silence figé et douloureux des jours précédents, mais une sorte de paix discrète, comme si l'ensemble de la maison retenait son souffle, consciente d'un changement fragile mais réel. Claire se leva tôt, comme toujours, mais cette fois, elle prépara 2 assiettes. Elle savait que quelque chose avait bougé en Julien, et elle voulait être prête. Elle prépara un gratin dauphinois, le même qu'il avait goûté auparavant, avec le soin d'un chef et la précision d'une mère. Elle y ajouta un peu de muscade, comme un clin d'œil discret à ce goût dont Julien semblait se souvenir inconsciemment. Lorsqu'elle monta à l'étage avec le plateau, elle sentit, à peine arrivée sur le palier, que la chambre n'était plus fermée comme avant. La porte était entrebâillée et de l'intérieur, elle entendit un léger bruissement. Elle frappa tout de même par respect, puis entra lentement. Julien était assis sur le sol face à la petite table basse qu'elle avait déplacée quelques jours plus tôt. Devant lui, une serviette était soigneusement pliée. Il avait placé 2 verres d'eau, une assiette vide, un couvert de chaque côté. Il avait dressé la table. À sa façon. Il leva les yeux vers Claire et dans un souffle presque timide mais assuré, il dit « Tu peux manger ici, avec moi ?» Claire ne répondit pas tout de suite. Elle sentit dans sa poitrine une chaleur étrange, faite de surprise, de tendresse, d'une joie qu'elle s'efforça de ne pas laisser trop paraître. Elle posa le plateau, s'assit lentement, s'assura que tout était stable, puis servit les assiettes. Julien la regardait, attentif à chacun de ses gestes. Il prit sa fourchette, et ensemble, ils commencèrent à manger. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Ils n'en étaient pas encore là. Mais le silence avait changé de nature. Il n'était plus défensif. Il était calme, partagé, presque complice. Claire ne posait pas de questions. Elle attendait que chaque mot vienne de lui, s'il venait. Elle savait que le moindre geste volontaire, comme celui de l'avoir invité à s'asseoir, représentait une avancée immense. Julien mangea lentement, mais il termina son assiette, et au moment de poser sa fourchette, il murmura « C'est comme quand maman cuisinait. L'odeur. » Claire sourit, les yeux légèrement brillants. « C'est pour ça que je l'ai refait. Je voulais que tu t'en souviennes, si c'était possible. » Julien hocha la tête. « C'est pareil. C'est pas exactement pareil, mais c'est comme si elle était là. Un petit peu. » Ils restèrent là encore un moment, assis dans ce coin de chambre qui ressemblait de plus en plus à un abri, à une reconstitution modeste d'un monde autrefois heureux. Lorsque Claire se leva pour débarrasser,
Julien se leva aussi. Il l'aida à empiler les assiettes. Il ne souriait pas encore, mais il avait cessé de fuir. Il l'accompagnait à son rythme dans ce chemin fait de gestes simples, mais essentiels, ce qu'aucun médecin, aucun médicament, aucune thérapie n'avait su déclencher, venait de naître d'un plat partagé, d'un espace commun, d'une assiette posée sans insistance. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à l'autre bout de la maison, Vincent avait tout vu. Depuis quelques jours, il avait fait installer une caméra discrète dans la chambre de Julien. Il n'en avait parlé à personne. Il ne l'avait pas fait pour espionner, mais pour s'assurer que son fils allait bien sans devoir s'imposer dans un espace qu'il avait lui-même déserté trop longtemps. Ce qu'il vit ce jour-là sur l'écran de son bureau le laissa sans voix. Il vit Julien tendre la main. Il vit Claire s'asseoir. Il vit son fils manger, parler, regarder, écouter. Il vit la vie reprendre, dans un coin de chambre qu'il n'avait pas franchi depuis des mois. Ce qu'il ressentit alors était confus. De la honte d'abord d'avoir été si absent, puis une forme de gratitude muette envers cette femme qu'il avait voulu congédier, qu'il avait accusée de franchir les limites. Elle n'avait pas seulement respecté son fils, elle l'avait entendu. Le soir, Claire rangeait les ustensiles dans la cuisine quand elle entendit la porte s'ouvrir. Vincent entra sans dossier, sans téléphone. Il s'approcha doucement. « Je l'ai vu », dit-il simplement. Claire se retourna. « Je suis désolé », ajouta-t-il. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle attendit. Je ne savais plus comment faire. Je pensais que le laisser tranquille, c'était mieux, que mon silence valait mieux que mes maladresses. Claire posa le torchon qu'elle tenait. Parfois, ne rien dire, c'est abandonner. Vous n'avez pas eu tort d'avoir peur, mais vous avez disparu. Il avait besoin de vous. Il a toujours eu besoin de vous. Vincent hocha la tête. J'ai été un mauvais père. Non, un père perdu. Mais vous pouvez encore revenir. Il est là. Il attend. Il vous attend. Vincent la regarda longuement. Il semblait plus fatigué que jamais, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Moins d'orgueil, plus de vérité. « Aidez-moi », murmura-t-il. « Aidez-moi à revenir vers lui. » Claire n'eut pas besoin de répondre. Le lendemain, ils prépareraient un dîner ensemble. Un dîner simple, à 3 places. Une table, un plat, et des gestes qui diraient enfin ce que les mots avaient trop longtemps étouffé. Le jour suivant s'annonça avec une clarté inhabituelle. Les lourds nuages des jours précédents s'étaient dissipés, laissant filtrer une lumière douce à travers les hautes fenêtres du manoir. L'air, bien qu'encore frais, portait quelque chose de neuf, comme une ouverture discrète vers un apaisement possible. Claire était déjà dans la cuisine depuis l'aube. Elle avait commencé à sortir les ingrédients, les plats, les ustensiles. Cette fois, elle ne cuisinait pas seule. Vincent entra vers 7 heures du matin, encore vêtu de son pantalon de costume et d'un pull sombre. Il ne dit rien au début, se contentant d'observer les gestes de Claire. Puis il enleva sa montre, retroussa ses manches et s'approcha du plan de travail. Elle lui indiqua les pommes de terre à éplucher, les carottes à couper, le fromage à râper. Il obéit maladroitement d'abord, puis avec plus d'assurance. Ils ne parlèrent pas de Julien, ni de ce qui s'était passé. Ils parlèrent de cuisine, de proportion, de cuisson. Des banalités nécessaires pour meubler un silence qui, cette fois, n'était ni pesant ni douloureux. Il était préparatoire. Vincent suivait chaque étape avec attention, comme si redécouvrir l'art de cuisiner pour son fils pouvait être une façon de se réapproprier un rôle abandonné trop longtemps. 1 heure plus tard, un gratin doré reposait dans le four, répandant son parfum familier dans toute la maison. Claire prépara la table dans la petite salle à manger attenante à la cuisine, un espace rarement utilisé, plus intime, plus humain que la grande salle à manger officielle. 3 assiettes, 3 verres, 3 serviettes pliées avec soin. Elle plaça une carafe d'eau au centre, quelques fleurs dans un petit vase. Vincent, silencieux, l'aida à disposer les couverts. Lorsqu'ils eurent terminé, il resta debout un instant, fixant les 3 chaises. « J'ai peur », avoua-t-il. Claire répondit sans se détourner de la table. « Il n'attend pas de vous des mots parfaits, juste que vous soyez là, vraiment là. » Vincent hocha la tête, puis se dirigea vers l'escalier. Claire ne l'accompagna pas. Il devait aller chercher Julien seul. Elle resta dans la cuisine, assise sur une chaise, les mains jointes, comme en attente d'un signal invisible. Elle entendit les pas dans l'escalier. Une voix basse, puis rien. Un silence long, suivi d'un pas plus léger.
Et enfin, la porte s'ouvrit. Julien entra le premier. Il portait un pull bleu trop grand pour lui, les cheveux encore un peu en bataille, l'ours sous un bras. Derrière lui, Vincent avançait lentement, les mains vides, le visage tendu. Claire se leva, leur indiqua leur place sans mot dire. Julien s'assit, Vincent aussi. Le père regarda son fils, cherchant un point d'ancrage, mais c'est Julien qui parla le premier. « C'est encore du gratin ?» Claire sourit. Vincent aussi, surpris. « Oui, répondit-il, c'est celui que tu préfères. » Julien acquiesça doucement. « C'est vrai. » Ils commencèrent à manger. Julien prenait de petites bouchées, mais régulières. Claire servait le plat avec attention, évitant les gestes brusques. Vincent, de son côté, observait son fils avec une intensité nouvelle, comme s'il cherchait à mémoriser chaque geste, chaque expression, pour rattraper tout ce qu'il avait manqué. À mi-repas, il posa sa fourchette. « Julien, je suis désolé. » Le garçon leva les yeux. Claire se figea discrètement. « Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur. J'ai fui. Mais je ne veux plus fuir. Je veux être là. » Julien resta silencieux un moment. Puis, il posa aussi sa fourchette. Moi aussi, j'avais peur. Mais Claire, elle n'a pas eu peur, elle m'a écouté. Vincent se tourna vers Claire, les yeux embués. Il acquiesça, incapable de parler. Julien reprit. « Maman disait que je devais continuer à goûter la vie, même quand ça fait mal. » Puis, dans un geste simple mais bouleversant, il tendit la main vers son père, de l'autre côté de la table. Vincent la saisit sans retenue. Ses doigts tremblaient. Ce contact, bref mais chargé d'émotion, fut le premier depuis de longs mois. Claire détourna les yeux pour leur laisser l'instant. Elle sentit ses propres larmes monter, mais les retint avec pudeur. Le reste du repas se passa dans un calme serein. Ils parlèrent un peu de choses simples. Julien raconta un rêve étrange. Vincent demanda si l'ours avait un nom. Il n'en avait pas. Claire proposa de lui en trouver un plus tard. Ils rirent doucement. Rien de spectaculaire, mais tout était nouveau. Après le repas, Julien aida à débarrasser. Vincent voulut rester pour faire la vaisselle, mais Claire l'arrêta d'un geste. « Allez, restez avec lui, je m'en occupe. » Ils sortirent tous les deux. Claire resta seule dans la cuisine, le cœur lourd et léger à la fois. Elle lava les assiettes lentement, comme si elle voulait prolonger l'instant. Ce soir-là, le manoir ne ressemblait plus au même lieu. Il ne s'agissait pas d'une transformation soudaine, ni d'un miracle. Mais l'espace, les murs, les objets, tout semblait respirer à nouveau. Le poids de l'absence n'était pas parti, mais il avait trouvé une forme de compagnie. Et dans la salle à manger, désormais vide, la table aux 3 places restait dressée, témoin silencieux d'un repas qui avait tout changé. Le lendemain matin, l'atmosphère dans le manoir avait changé d'une manière subtile, presque imperceptible, mais suffisamment tangible pour que chacun le remarque. Les couloirs semblaient moins lourds, les meubles moins figés, et la lumière du jour, tamisée par le ciel gris de la Bretagne, glissait doucement à travers les rideaux, sans la dureté habituelle. Pour la première fois depuis des mois, le silence ne pesait plus comme un fardeau, mais flottait comme une invitation à reconstruire. Après avoir terminé les tâches du matin, dépoussiérage des étagères du salon, lavage des fenêtres de l'aile est, rangement méticuleux de la buanderie, Claire s'était installée dans la cuisine, préparant un simple thé. Elle n'avait pas l'intention de cuisiner ce jour-là. Son visage reflétait une fatigue légère, celle des pensées longues, des questions sans réponse, des doutes qui pesaient. Elle repensait à sa vie précédente, ses petits appartements modestes, ses courses mathématiquement calculées, les appels téléphoniques à ses enfants et petits-enfants à Saint-Étienne, des vies simples, ordonnées, loin de tout ce luxe froid et de ce drame silencieux. Elle se demandait si elle avait le droit, si elle avait le cœur, de briser cet équilibre qu'elle connaissait pour s'engager dans ce manoir, dans cette famille, pour quoi? Pour combler un vide? Pour réparer ce qui semblait irrémédiablement brisé? Alors qu'elle faisait tourner la cuillère dans sa tasse, la porte du salon s'ouvrit doucement. C'était Vincent, son pas hésitant, le pull sombre glissant un peu sur ses épaules. Il entra sans bruit, comme si chaque geste avait été pesé à l'avance. Il ne portait ni montre ni téléphone, rien de ses armes habituelles contre le vide. Sur la table, face à eux, le thé fumait, traversé de légers volutes de vapeur. Il s'arrêta, la regarda un instant, un regard qu'elle ne connaissait presque pas, grave, précis, plein d'une gravité nouvelle, puis parla, presque à voix basse. « Claire,
Je sais que tu n'es pas ici pour autre chose que ton travail, mais je voudrais te proposer quelque chose. » Il prit une profonde inspiration, comme pour se donner le courage de s'avancer. « Je ne sais pas si c'est trop demandé. Je ne sais pas si c'est possible, mais j'aimerais que tu deviennes la tutrice de Julien. Qu'au lieu de repartir à Saint-Étienne, tu restes. Qu'il ait à ses côtés quelqu'un qu'il connaît, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui l'écoute. Que ce manoir, qu'elle ne soit plus pour lui une prison, mais une maison. » Le silence fit écho dans la cuisine. L'idée, quand elle émergea, sembla à la fois absurde et essentielle. Claire posa doucement sa tasse. Le liquide avait refroidi. Elle laissa ses doigts trembler avant de les ramener contre elle, serrant la porcelaine comme un talisman. Elle savait ce que cela signifiait. Accepter, c'était renoncer à sa précédente vie. C'était quitter un monde clair et simple pour plonger dans un passé complexe, plein d'ombres et de culpabilité. C'était s'engager, non plus pour un salaire, mais pour une mission, invisible, incertaine, dangereuse. Reconquérir un enfant à travers le silence, la patience, l'amour. Elle chercha ses mots, mais aucun ne vint. Elle baissa les yeux, contempla le plancher verni. Elle songea à ses petits-enfants, à leurs rires, à leurs cartes d'anniversaire mal colorées. Elle songea à la solitude qu'elle avait choisie, discrète, discrétion qu'elle chérissait. Elle pensa qu'avec eux, tout était simple. Avec Julien, tout serait un travail de reconstruction. Elle aurait à composer avec des peurs anciennes, des cris intérieurs qu'il ne prononcerait peut-être jamais, des larmes qui ne viendraient qu'en silence. Elle pensa qu'il y avait là un risque immense de s'impliquer, de s'attacher, de souffrir. Son cœur, pourtant, en ce moment, battait avec une clarté nouvelle. Il reconnaissait que ce garçon avait besoin d'elle, et qu'elle, peut-être, avait besoin de lui. Quand elle releva les yeux, elle vit Vincent l'observer, anxieux, espérant une réponse. Elle sentit la chaleur monter en elle, fragile, tremblante. Elle inspira, puis expira, comme on ouvre une fenêtre pour laisser entrer l'air frais. « Je ne peux rien promettre ce soir, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Je veux réfléchir, j'ai besoin de temps. » Il hocha la tête, soulagé malgré tout. « Prends tout le temps qu'il faut. Je veux juste qu'on ne referme pas la porte avant d'avoir essayé. » Il marqua une pause, puis ajouta « Julien mérite ça. Et moi aussi. » La journée se poursuivit sous ce signe hésitant. Un projet fragile planté au milieu d'un quotidien tentant de redevenir normal. Mais au soir, quand Claire retourna dans sa chambre de service, elle trouva sur son oreiller une petite enveloppe. Elle la ramassa, le cœur surpris. Aucun nom n'y figurait. À l'intérieur, un dessin. À peine esquissé, maladroit, mais chargé de sens. 3 silhouettes autour d'une table. Un petit garçon qui tenait un ours, une femme assise à côté de lui et un homme de l'autre côté. La table portait une assiette, un gratin fumant. Les 3 visages dessinés étaient tournés les uns vers les autres. C'était naïf, presque enfantin, mais très clair. Sous le dessin, en lettres simples, un mot, « Merci », et un petit cœur maladroit. Les mains de Claire tremblèrent. Elle relut le mot, regarda le dessin. Son ventre se noua. Ce n'était pas seulement un dessin, c'était une réponse, une demande silencieuse, fragile, essentielle, une confiance offerte, une main tendue. Elle resta assise là, longtemps. Le silence ce soir-là n'était plus lourd, il devenait une attente, l'attente d'un choix. Le lendemain, peut-être, elle donnerait sa réponse. Mais cette nuit, dans l'ombre de la chambre, le cadeau posait les premières pierres d'une famille possible. Non pas reconstruite sur le passé, mais fondée sur la présence, le courage et l'amour, discret, simple, réel. Le matin suivant, une fine brume enveloppait les jardins du manoir. Les arbres, silencieux et humides, semblaient observer avec gravité le calme qui s'était installé dans la grande demeure. Dans la chambre de Claire, tout était resté immobile pendant la nuit. Le dessin trouvé la veille, posé sur sa table de chevet, avait veillé sur elle comme un témoin muet d'une décision encore à prendre. Elle s'était endormie tard, le cœur agité, et s'était réveillée plus tôt que d'habitude, comme si quelque chose en elle avait refusé de laisser la question en suspens plus longtemps. Elle se leva lentement, plia ses draps, rangea méthodiquement sa petite chambre, puis descendit à la cuisine. Là, le silence régnait encore. Ni Vincent ni Julien ne s'étaient levés. Elle en profita pour sortir une feuille de papier, un crayon, et écrivit quelques lignes à ses enfants. Pas une explication, ni un long message.
Juste une phrase. Je pense que je vais rester encore un peu. Il y a ici un enfant qui m'apprend à vivre autrement. Elle glissa la lettre dans une enveloppe, puis la posa sur la petite étagère près de la porte, là où elle laissait toujours les messages à poster. Lorsqu'elle remonta à l'étage, un plateau à la main, elle s'arrêta un instant devant la chambre de Julien. La porte était encore fermée, mais à travers le bois, elle sentit une présence calme. Elle frappa doucement, entra et le vit assis sur son lit, l'ours contre lui. Il la salua d'un hochement de tête, puis montra la table basse. Claire comprit qu'il voulait reprendre ce rituel qu'ils avaient reconstruit ensemble, celui des repas partagés, des silences habités, des regards qui disaient tout. Ils mangèrent ensemble, sans se presser. Julien avait préparé 2 verres d'eau, 2 serviettes, 2 assiettes vides. Claire remplit les assiettes, puis s'installa. Julien mangea avec appétit. Il commenta le goût des pommes de terre, demanda si elle mettrait du fromage la prochaine fois. Claire répondit, sourire aux lèvres, qu'elle le laisserait râper le fromage lui-même. Il rit. Un vrai rire, léger, rapide, mais entier. Pour la première fois depuis son arrivée, elle entendit dans ce rire la présence d'un enfant libéré, même un instant, de sa tristesse. Après le repas, Julien se leva sans un mot, se dirigea vers son petit bureau, fouilla dans un tiroir et revint avec une enveloppe. Il la tendit à Claire sans parler. Elle la prit, surprise, puis regarda le nom écrit à l'encre bleue, Claire. En dessous, un mot, merci. Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un dessin comme celui de la veille, mais plus travaillé. Les 3 personnages étaient là, autour d'une table, cette fois dessinés avec plus de détails. Le garçon tenait la main de la femme. L'homme les regardait avec douceur. En bas, quelques lignes maladroites, écrites avec application. « Tu as ouvert la porte. Tu n'as pas crié. Tu n'as pas eu peur. Tu es resté. Maintenant, j'ai envie que tu restes encore. J'aime quand tu cuisines. J'aime quand tu parles sans attendre. Je veux que la maison sente toujours le gratin. Je veux que tu sois là. » Claire sentit sa gorge se nouer. Elle replia la lettre avec précaution, la serra contre elle quelques secondes, puis regarda Julien. « Tu veux que je reste ?» Il hocha la tête, puis il ajouta dans un souffle « C'est mieux quand tu es là. » Elle le regarda, bouleversée. À cet instant, elle sut qu'il n'y avait plus de choix à faire. La décision s'était imposée d'elle-même. Rester n'était plus un acte de charité, ni un sacrifice. C'était une évidence, un prolongement naturel de ce qu'ils avaient construit ensemble, pas à pas, jour après jour, sans bruit, sans éclat. Elle n'avait plus à chercher un sens ailleurs. Il était là, dans cet enfant, dans ces mots rares, dans ces gestes prudents, dans cette maison en train de redevenir un foyer. Plus tard dans la journée, Claire s'assit avec Vincent dans le petit salon. Elle lui tendit la lettre de Julien. Il la lut lentement, sans parler. Lorsqu'il eut fini, il releva les yeux, visiblement ému. « Il t'a choisi, dit-il. » Claire hocha la tête. « Moi aussi, je l'ai choisi. » Vincent ne dit rien de plus. Il se leva, lui serra la main, doucement, avec gratitude. Il n'y eut pas besoin de discours. Les décisions les plus profondes n'en nécessitent pas. Ce soir-là, pour la première fois, les 3 prirent leur repas dans la grande salle à manger. Pas par nécessité, mais par envie. Ils s'y installèrent avec une aisance nouvelle. Claire avait préparé le gratin, bien sûr, et Julien avait aidé à mettre la table. Il avait même disposé une assiette pour l'ours, qu'il posa sur une chaise à côté de lui. Claire et Vincent échangèrent un regard amusé, respectueux de ce geste d'enfant encore mêlé au deuil. Ils mangèrent lentement, échangèrent des anecdotes, rirent un peu. Vincent parla de Camille. Julien écouta, puis raconta un souvenir. Claire le laissa faire. Il n'y avait pas besoin de diriger, juste d'accompagner. Ce repas ne ressemblait pas à un miracle. Il ressemblait à une reconstruction patiente, humaine, fondée sur la présence, la tendresse et la simplicité. Quand le repas se termina, Julien demanda à Claire de rester un peu avec lui dans sa chambre. Elle accepta. Ils s'assirent ensemble, l'ours sur les genoux. Julien montra ses dessins, ses lettres, ses petits trésors. Claire l'écouta, le regarda, le soutint. Lorsqu'il s'endormit, elle resta encore un peu, puis quitta la pièce à pas feutrés. Dans le couloir, Vincent attendait, adossé au mur. Il ne dit rien, Claire non plus. Ils échangèrent un dernier regard. Un regard d'égal à égal, de 2 personnes qui avaient traversé le pire,
chacune à leur façon, et qui choisissaient désormais de vivre autrement. Dans la cuisine, une dernière assiette de gratin refroidissait doucement. Le parfum de muscade flottait encore dans l'air. Le manoir, après tant de mois de silence, n'était plus seulement une demeure. Il était redevenu un foyer.